Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'inertie du système climatique mondial fait que l'histoire du climat des 30 prochaines années est déjà écrite dans ses grandes lignes. S'il est indispensable que tous les pays, particulièrement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, prennent des mesures d'atténuation pour éviter un effondrement climatique dans la deuxième partie du siècle, ces mesures n'auront pas un effet immédiat sur les évolutions climatiques en cours. Toutes les prévisions montrent que nous n'éviterons pas, d'ici à 2050, un réchauffement global de l'ordre de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. La France doit donc se préparer à absorber un choc climatique inévitable. Le rapport que j'ai réalisé avec mon collègue Ronan Dantec décrit ce que signifie concrètement un tel réchauffement pour notre pays, nos territoires et nos concitoyens. Nous y dressons la carte de France des dérèglements climatiques à venir et de leur impact, notamment en matière de risques naturels, de canicules, de sécheresse des sols ou de tensions sur les ressources hydriques. Nous identifions les défis économiques, sanitaires et sociétaux que la France, dans sa diversité territoriale, devra relever pour faire face à cette situation. Enfin, nous formulons 18 propositions pour donner un nouvel élan à notre politique d'adaptation climatique, notamment au niveau des territoires, car c'est en grande partie à ce niveau que se jouera le succès de l'adaptation. Je voudrais, pour lancer le débat de notre Assemblée autour de ce rapport, évoquer plus particulièrement 3 enjeux. Le premier concerne l'adaptation du bâti et de l'urbanisme. Dans les Outre-mer, le sujet central est l'évolution des normes de construction et des mécanismes d'assurance pour tenir compte d'un risque cyclonique qui va s'intensifier. Dans les zones soumises à un risque d'inondation ou de submersion, l'évolution des normes et des mécanismes assurantiels constitue également un objectif central. Mais c'est sur un troisième point que je voudrais surtout insister ici, l'adaptation du bâti à des vagues de chaleur plus intenses, plus longues et plus fréquentes. L'importance de cet enjeu a été soulignée par les 2 canicules historiques de cet été. Il est particulièrement marqué en ville en raison du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Il va devenir plus aigu à cause du réchauffement, mais aussi du vieillissement de la population. Or, jusqu'à présent, ce sujet est resté assez largement absent des réflexions des professionnels et des pouvoirs publics. Nous proposons donc d'inscrire la question du confort thermique d'été au centre de la définition de la norme RT 2020. Cela peut être l'occasion d'engager l'évolution des représentations et des pratiques de l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction. Notre réflexion doit également inclure la question des outils et des moyens financiers nécessaires pour soutenir la transformation du bâti, notamment à l'occasion des rénovations. Un deuxième enjeu majeur de l'adaptation concerne les politiques de l'eau. Il y a un consensus pour dire qu'elles doivent donner la priorité à une utilisation plus économe de la ressource, ainsi qu'aux solutions fondées sur la nature, telles que la désartificialisation des sols, la restauration des haies ou la préservation des zones humides.
Nous n'y parviendrons pas sans faire évoluer les mécanismes de tarification de l'eau. C'est un chantier nécessaire mais sensible. Cela ne se fera pas non plus sans préserver les moyens des agences de l'eau. Et là-dessus, j'attire l'attention du gouvernement sur les dangers de mesures budgétaires de court terme. Par ailleurs, parce que les politiques de l'eau se définissent concrètement au niveau des bassins hydrographiques, il est indispensable de mobiliser plus activement tous les acteurs concernés localement pour faire émerger des visions communes et des projets de territoire sur cette question. Des exercices de prospective comme Garonne 2050 peuvent aider à enclencher ces dynamiques locales. Enfin, il faut oser poser la question du stockage. Pourrons-nous faire face partout aux besoins uniquement par des mesures d'économie de la ressource et des mesures fondées sur la nature? Je n'en suis pas sûr. Il ne faut donc pas exclure a priori les solutions de stockage, mais plutôt soumettre chaque projet à une condition, faire la preuve qu'il est nécessaire et que sa réalisation ne se fait pas au détriment de solutions d'adaptation alternatives. Je terminerai par l'adaptation de l'agriculture. Ce secteur sera le plus perturbé par le changement climatique. Pour autant, nous ne devons pas adopter une position défensive et pessimiste. J'ai la conviction que l'agriculture constitue un atout dans la transition climatique. Elle n'est pas le problème, mais une partie de la solution. Si elle engage les transformations nécessaires, en même temps, l'agriculture française est vulnérable. Elle est confrontée à une concurrence internationale féroce de pays qui ne respectent pas toujours des normes aussi exigeantes qu'elle. Il n'y aura donc pas d'adaptation de notre agriculture si nous ne soutenons pas les agriculteurs par un plan national d'adaptation. Je vais conclure. Donc, il faudrait intégrer l'enjeu de l'irrigation de manière responsable en développant des stockages d'urface là où il est nécessaire, mais en le conditionnant à des pratiques agricoles plus économes d'eux et plus respectueuses de la biodiversité. Enfin, il faut faire évoluer les mécanismes de couverture assurantielle pour en faire un outil incitatif qui encourage les exploitants agricoles à réaliser les efforts d'adaptation nécessaires. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est à Monsieur Ronan Dantec, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective pour, je rappelle, 4 minutes. Ce qui est très court pour résumer un rapport. Quand même. Ah oui, mais 2 fois 4, ça fait 8. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la délégation, comme l'indiquait Jean-Yves Roux, notre rapport présente sans faux semblant l'ampleur des défis que notre pays doit relever pour faire face aux effets d'un réchauffement global d'environ 2 degrés en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle. Notre rapport n'est ni catastrophiste ni fataliste. Il est néanmoins sévère sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques, au-delà, et je le souligne, de quelques grandes structures scientifiques qui, elles, sont engagées dans la réflexion et produisent déjà des préconisations précises. Il montre ainsi que les défis de l'adaptation au changement climatique ne sont pas insurmontables et nous avançons 18 propositions pour la mener avec succès. Mon collègue Jean-Yves Roux a présenté plusieurs de ces réponses sectorielles concernant notamment l'agriculture ou le bâti. J'évoquerai pour ma part des leviers d'action plus transversaux. Le premier d'entre eux est de mobiliser plus largement les territoires dans les politiques d'adaptation. Nous en avons fait la priorité du deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 2, en appelant les territoires à adosser un volet adaptation précis dans leurs plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET. Mais vous n'ignorez pas, Madame la Ministre, le retard pris dans leur élaboration et adoption. Il est plus que temps de systématiser l'engagement des territoires au-delà de quelques collectivités pionnières, car c'est à cette échelle que se construisent les réponses pertinentes. Chaque territoire a en effet ses vulnérabilités particulières, il a ses ressources propres et son projet de développement spécifique. L'adaptation ne peut donc être uniforme, elle se construit sur la base d'un diagnostic territorial précis, propose des réponses sur mesure et s'appuie sur un projet porté et partagé localement. Mais pour autant, les territoires ont aussi besoin d'accompagnement sur les méthodologies, l'ingénierie à développer. L'État doit donc être à ses côtés. L'ADEME et bien sûr l'ONERC ont un rôle très important ici à jouer. Il faut aussi conforter la fonction d'orientation stratégique des régions par la généralisation des prospectives régionales sur l'excellent modèle aquitain Acclimatera, qu'on ne citera jamais trop en exemple, qui porte justement un diagnostic précis des évolutions prévisibles à l'échelle de cette région. Nous aurons besoin de démonstrateurs régionaux, de contractualisation d'objectifs d'adaptation dans les financements régionaux. Le deuxième levier transversal de mobilisation sur lequel je veux insister est le soutien à la recherche et la simplification de l'accès aux données.
Dans toutes les auditions réalisées avec le milieu scientifique, nous avons évidemment entendu le même cri d'alarme. Les crédits ne sont pas à la hauteur des enjeux de connaissance. Même des crédits de coordination modestes, et j'ai eu souvent l'occasion d'alerter le ministère sur ce point, ont été supprimés, provoquant, il est vrai, l'incompréhension de la communauté scientifique. Or, nous avons besoin d'évaluer tous les impacts du changement climatique sur la nature, la santé, l'économie, de comprendre les évolutions dans le temps, facteur clé des stratégies. Nous avons donc besoin de ces connaissances pour nourrir notre action et surtout, nous avons aussi besoin que ces données soient rendues plus accessibles aux acteurs de terrain. C'est la clé des mobilisations. Nous avons donc fait plusieurs propositions. Bien sûr, accentuer le soutien financier à la recherche et à l'expertise scientifique, mais aussi accorder un accès gratuit et surtout beaucoup plus facile aux données nécessaires à l'élaboration des politiques d'adaptation territoriale, notamment au scénario de Météo France. Il y a dans le PNAC 2 l'idée d'un grand portail d'information de l'adaptation. Il doit associer l'ensemble des services et opérateurs compétents de l'État, être un véritable guichet unique d'un service public de l'adaptation. C'est une véritable priorité. Troisième point, dernier point essentiel, utiliser davantage le secteur assurantiel comme un levier de transformation. Il faut s'engager dans une évolution des modalités de prise en charge par les assurances du coût des sinistres climatiques. Ça n'est pas qu'une question d'enveloppe globale, c'est aussi une question de modulation de franchise ou de prime pour que justement le secteur assurantiel soit un élément de l'évolution et de l'adaptation des territoires et des acteurs et pas en fournissant finalement une sécurité, un parapluie, un facteur d'immobilisme et de retard dans la prise en compte des risques. Ça sera notamment le cas dans le débat sur l'extension de l'assurance agricole. Je conclurai en évoquant une dernière proposition forte de notre rapport, qu'un projet de loi cadre sur l'adaptation de la France au changement climatique soit présenté au Parlement. Son examen pourrait être l'occasion d'inscrire enfin ce thème au cœur du débat public et d'en examiner de façon cohérente et transversale tous les aspects. Mon collègue Jean-Yves Roux a cité il y a quelques instants la question de l'eau. C'est un excellent exemple. Sur ce point, sans un compromis dynamique, une compréhension mutuelle entre acteurs, et il me reste 4 lignes, Monsieur le Président, sans une compréhension mutuelle entre acteurs, nous partons à l'affrontement. Nous en avons déjà de douloureux exemples. Cette loi cadre doit fournir la possibilité de cette concertation, donnera un signal fort sur le caractère prioritaire des politiques d'adaptation en renforçant aussi évidemment la place du Parlement. Merci. Je vous remercie. Bon. 4 lignes, c'est long. Mais donc, Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord saluer la qualité de ce rapport qui dresse un constat sans appel, mais lucide, des impacts déjà observés en France et à venir. Ces constats sont cohérents avec les bilans que le GIEC a dressés dans ses 3 derniers rapports spéciaux, parus en octobre 2018, en août 2019 et encore très récemment en septembre dernier. On peut les résumer ainsi. Nous devons poursuivre avec acharnement la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone au milieu du siècle, mais nous devons également nous préparer aux impacts que nos émissions passées rendent désormais inéluctables. Je souhaite vous présenter l'action conduite par le gouvernement et l'accélération que je souhaite lui donner. La France est l'un des pays les plus avancés en matière de planification de l'adaptation. Après une stratégie nationale en 2006, elle s'est dotée d'un premier plan d'action en 2011. En décembre 2018, le gouvernement a publié le 2e plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 2. Axe 19 du plan climat, il a pour objectif général de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter la France dès 2050 à une hausse de la température moyenne de la Terre de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, en cohérence avec les objectifs de l'accord de Paris, mais à un horizon temporel plus proche, de façon à ne pas exclure des scénarios de changement climatique plus pessimistes. Le PNAC 2 comporte 4 priorités: la territorialisation de la politique d'adaptation,
l'implication des filières économiques, le recours aux solutions fondées sur la nature et les outre-mer. Il comprend 58 actions réparties dans 6 domaines: gouvernance, prévention et résilience, nature et milieu, filières économiques, connaissances et information et internationales. Les 12 ministères concernés prévoient de consacrer 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour engager les actions de ce plan, contre 171 millions pour le précédent plan, auxquels se rajoutent les 500 millions d'euros par an que les agences de l'eau et leurs comités de bassin ont prévu d'investir à travers leur 11e programme d'intervention 2019-2024 dans des actions d'adaptation au changement climatique. Les leçons tirées du premier plan national d'adaptation au changement climatique nous ont montré qu'un suivi régulier du plan était nécessaire pour s'assurer de sa bonne mise en œuvre par les nombreux acteurs impliqués. C'est pourquoi il fait l'objet d'une déclinaison opérationnelle avec un programme de travail annuel présenté à la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique, chargée de son suivi, présidée par monsieur le sénateur Ronan Dantec, ici présent. Le bilan d'avancement du plan sera également présenté chaque année à la commission spécialisée et fera l'objet d'un avis du CNTE. Une série d'indicateurs de suivi est en cours de définition avec la commission spécialisée et une application informatique de suivi des actions a été développée par mes services et mise à disposition des pilotes ministériels. Depuis décembre dernier, de nombreuses actions ont d'ores et déjà été lancées. On peut ainsi citer le développement avec le CEREMA, l'ADEME et Météo France d'un centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique qui sera prêt en novembre prochain, l'intégration du climat futur dans les modélisations de la stratégie nationale bas carbone, le suivi de l'élaboration des 3 normes internationales sur l'adaptation au changement climatique, les normes ISO, et le lancement de diverses études avec l'ADEME et le CGET, ou encore le renforcement des actions de prévention des risques naturels, tant en métropole qu'outre-mer. L'élaboration du PNAC 2 ayant fait l'objet d'une concertation de 2 ans avec près de 300 représentants de la société civile, experts, représentants de collectivités territoriales et des ministères concernés, il est cohérent avec les 18 propositions de la délégation à la prospective du Sénat. On y retrouve notamment des actions relatives à l'éducation et à la formation, ce qui rejoint la proposition 2, la volonté de synergie entre les actions d'atténuation et d'adaptation, ce qui est le sens de la proposition 3, le portage de cette problématique au niveau européen, proposition 4, la formation des élus, proposition 12, l'intégration du confort d'été dans les travaux sur la prochaine réglementation des bâtiments neufs, proposition 16, et la question de la ressource en eau. Il me semble cependant que nous devons accélérer nos efforts. Les épisodes récents de canicule et de sécheresse ont rappelé que la France est d'ores et déjà exposée aux conséquences du changement climatique et que notre niveau de préparation à ces impacts doit être encore amélioré. Les territoires d'outre-mer sont particulièrement concernés par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. La submersion marine peut y être aggravée par les cyclones. Le cyclone Irma a également mis en lumière les risques auxquels ces territoires sont exposés. C'est pourquoi je souhaite que le PNAC 2 soit renforcé et que sa mise en œuvre soit accélérée. Plusieurs actions nouvelles ou anticipées seront donc lancées. Je souhaite tout d'abord qu'un retour d'expérience exhaustif des 2 épisodes de canicule de 2019 soit réalisé. Ce retour d'expérience permettra de vérifier si le contexte législatif et réglementaire actuel est suffisant pour anticiper les impacts présents et à venir du changement climatique. Il permettra également d'analyser la façon dont le plan national canicule pourrait être étendu aux impacts autres que sanitaires selon les niveaux de vigilance de Météo France. La question du confort d'été devra également être intégrée dans le champ des réflexions en cours sur la rénovation des bâtiments publics. Un kit d'information pour les nouveaux élus communaux et intercommunaux ainsi qu'un parcours de formation leur sera proposé en 2020 dans le cadre de leur droit à la formation. La prévention des risques naturels est évidemment un enjeu crucial. Bientôt 10 ans après la tempête Xynthia, nous ferons un point des nombreuses actions conduites et de ce qui doit être renforcé dans un contexte de hausse accrue du niveau des mers que le récent rapport du GIEC a bien mis en valeur la semaine dernière. Et je veillerai à ce que les moyens requis,
qui bénéficie en premier lieu aux collectivités locales, acteurs majeurs de la prévention des risques, soit préservé, utilisé le plus efficacement possible, voire accru si besoin, au travers du Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Enfin, pour les territoires de montagne, nous allons finaliser un plan de prévention des risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Les suites du livre bleu des Outre-mer mettent aussi en avant la question de l'encadrement des constructions pour être moins vulnérables aux cyclones. Je souhaite aussi que la résilience de nos systèmes de transport, déjà dotés de plans de continuité, entre autres à la SNCF et à la RATP, soit renforcée au niveau des infrastructures, des matériels et de la gestion des pics de chaleur. Des actions sont également conduites sur les réseaux électriques, tant pour les situations de forte chaleur que pour celles d'inondation. Un bilan sera utilement conduit pour voir si des accélérations sont nécessaires. Et nous avons bien d'autres idées que je ne vais pas citer immédiatement, mais je pourrai y revenir dans le débat. Je voudrais saluer la qualité du rapport présenté par messieurs les sénateurs Dantec et Roux. C'est un sujet transversal qui concerne l'ensemble des ministères qui doivent être mobilisés, mais le gouvernement ne pourra pas, à lui seul, réussir l'adaptation de la France au changement climatique. Je souhaite une mobilisation de tous les acteurs. Le rôle des collectivités territoriales, que ce soit au travers des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires ou à travers les plans climat et énergie territoriaux, doit être rappelé et soutenu. Il pourrait être utile de faire un point régulier sur ces aspects, par exemple en organisant un séminaire annuel à destination des collectivités locales et de leurs associations, ainsi que des parlementaires intéressés. Vous le voyez, le gouvernement est pleinement mobilisé pour réussir l'adaptation de notre pays au changement climatique. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum. Donc il y aura moins de tolérance qu'avec les rapporteurs. Je vous l'annonce. De 2 minutes maximum pour présenter sa question avec une réponse du gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. Donc je vous rappelle cette règle que je vais appliquer de manière stricte. Donc le premier orateur, Monsieur Guillaume Gontard. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. L'adaptation au réchauffement climatique est une indispensable nécessité que j'ai envie d'illustrer par un sujet concret. Ce week-end, j'ai été invité à la pendaison de crémaillère d'un logement particulièrement intéressant. Un bâtiment comportant plusieurs logis, intégré dans son environnement, économe en foncier, écologique et local. Des matériaux issus du territoire, du bois de nos forêts, des blocs de chanvre pour les murs, de la terre issue des fondations pour les enduits et une toiture végétalisée, intégrant des panneaux solaires et permettant la récupération d'eau. Des matériaux biosourcés trouvés sur place, peu chers, peu transformés, dont le bilan carbone est extrêmement faible et qui permettent de stocker des quantités de carbone considérables. Ces logements passifs, grâce à une isolation performante qui procure un confort thermique inégalable, été comme hiver, ne nécessitent pas ou peu de chauffage. Cette maison respire, son hygrométrie lui permet de rafraîchir et d'assainir l'air ambiant. Pas besoin de système de ventilation gourmand en énergie ni climatisation. Et si demain cette maison devait être démolie, elle retournera d'où elle vient, le sol. Pas ou peu de déchets, ces matériaux complètement biodégradables termineront leur cycle. Pour l'alimentation, nous parlons du champ à l'assiette. Ici, ce serait plutôt du champ au logis, créant dans le même temps des formes architecturales propres à chaque territoire, en s'éloignant de l'uniformisation qui a déjà gommé les spécificités de nos régions. Ces habitations, Madame la Ministre, n'ont rien d'exceptionnel. Elles relèvent simplement du bon sens, cher à cette Assemblée. Et pourtant, ce type de construction est encore marginal. Il est nécessaire de lever les obstacles pour créer de véritables filières locales, faciliter les labellisations et avis techniques pour ces matériaux, accompagner la mise en place d'une gestion durable de la ressource bois, valoriser l'utilisation de la paille ou la culture du champ, encore entravée par une réglementation absurde, adapter la formation des artisans en lien avec les besoins et les capacités de leur territoire, plutôt que vers la standardisation des géants du BTP. Il s'agit d'une réponse concrète à mettre en œuvre, une politique sociale et écologique. Une politique qui peut être développée à l'échelon local, à condition bien sûr que l'ingénierie et les moyens financiers soient disponibles. Merci. Merci. Madame la Ministre, réponse. Merci Monsieur le Président. Alors moi, je partage tout à fait l'intérêt de développer des filières de matériaux biosourcés. Et on voit bien que là encore, on est au croisement des enjeux d'atténuation et d'adaptation. Alors la France avance sur ces sujets. Je voudrais rappeler, s'agissant notamment du chanvre,
que la France est le premier pays cultivateur en Europe. Nous avons 50% de la surface totale européenne et 1280 agriculteurs qui cultivent du chanvre. Alors c'est effectivement une ressource très intéressante qui repose sur une agronomie saine et efficace, sans produits phytosanitaires, et qui permet d'améliorer la capacité en eau des sols en fractionnant ceux-ci en profondeur, et qui peut ensuite être utilisé à la fois pour l'alimentation, les tiges pour le béton et l'enveloppe extérieure pour l'isolation. Et par ailleurs, ça constitue des emplois non délocalisables en circuit court. Je pense que la France pourrait se fixer l'objectif de devenir leader dans ce domaine, et je précise que l'État investit beaucoup pour les produits biosourcés, avec 200 000 € au travers du programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique. Évidemment, la construction bois présente aussi de nombreux atouts. C'est un levier de développement économique des territoires ruraux et forestiers qui permet de stocker du carbone, qui constitue un levier important pour nos objectifs de neutralité carbone. C'est pourquoi la France s'est dotée en 2017 d'un cadre stratégique pour l'ensemble de la filière au travers du Programme national de la forêt et du bois, qui précise à la fois les orientations stratégiques liées à la forêt, mais aussi liées à l'ensemble de la filière bois. Les objectifs sont ambitieux: adapter les forêts au changement climatique, conserver le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et sécuriser les approvisionnements en bois pour l'industrie en qualité, en quantité et en régularité. La nouvelle réglementation environnementale des bâtiments permettra de valoriser le stockage du carbone biogénique dans l'évaluation environnementale des bâtiments neufs. Et je pense que nous pouvons encore progresser, notamment sur cette filière bois, et qu'il faudra suivre effectivement la mise en œuvre de ce plan national. Merci Madame la Ministre. Monsieur Gontard, vous avez 33 secondes. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. J'en profite parce que je n'ai pas eu le temps pour saluer ce rapport et saluer les rapporteurs pour leur travail. Vous l'avez dit Madame la Ministre, c'est vrai qu'on avance depuis 30 ans sur la transition énergétique, sur la transition agricole, sur les mobilités. Vous êtes bien placé pour ça. Mais c'est vrai que sur la question du bâtiment, on est particulièrement à la traîne sur notre pays. Vous avez parlé de la filière bois, on importe encore largement du bois alors qu'on est plutôt un pays forestier. Et donc il me semble que les solutions sont bien là, elles sont écologiques, elles sont sociales, elles sont surtout locales et qu'il y a une opportunité pour nos territoires. Et il me semble qu'il est temps d'articuler un vrai plan national en lien avec les collectivités sur cette question du bâtiment. Merci. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Jérôme Bignon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, j'aimerais à mon tour remercier Ronan Dantec et Jean-Yves Roux pour la qualité du travail qu'ils ont accompli avec la commission la commission de la prospective, et pour l'ensemble des propositions qui sont énoncées dans leur rapport. Ces réflexions vont être extrêmement utiles. Il va falloir les approfondir et les adapter à nos territoires, à nos villes, les faire partager par nos concitoyens. Mais les choses sont en train de changer et ce type de document est très utile évidemment pour le changement. Nous ne pouvons plus tarder. Les nouveaux modèles de simulation numérique du climat parlent ces dernières semaines d'un réchauffement jusqu'à 7 degrés en 2100. Et par conséquent, même si certains sont sceptiques, la vie va devenir insoutenable. Nos sociétés doivent changer et ce type de réflexion, les réponses du gouvernement vont dans le bon sens pour mutualiser les savoir-faire en ce qui concerne la submersion marine, l'érosion des côtes et tous les sujets qui nous préoccupent. Ma question concerne les Outre-mer, Madame la Ministre. Comment mieux prendre en compte les sentinelles avancées que sont nos Outre-mer? Il se trouve, et j'ai 43 secondes pour vous le dire, que hier matin, j'étais sur Glorieuse, dans le canal du Mozambique, avant-hier sur Juan de Nova et avant-avant-hier, c'est-à-dire lundi, sur Europa. Voilà des endroits qui sont des merveilles du monde, qui sont des sentinelles avancées de la protection de la biodiversité, du réchauffement climatique, avec des savants, avec des militaires, qui à la fois sont passionnés de la souveraineté de la France, mais qui sont en même temps des indicateurs avancés des préoccupations qui sont les nôtres, le réchauffement de l'eau, l'absence d'eau douce,
les pertes animales que nous rencontrons sur ces îles. Donc on est sur des endroits qui sont des merveilles. La France a une responsabilité particulière avec ses outre-mer, ceux des îles éparses, mais également tous les outre-mer qui sont répartis sur l'ensemble de la planète. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc moi, je partage tout à fait ce que vous avez évoqué. Et le dernier rapport du GIEC sur océan et cryosphère nous montre que ces sujets d'adaptation sont des sujets urgents. Alors, ce rapport est quelque part assez effrayant, on pourrait dire, puisqu'il nous indique que finalement, même si on n'émettait plus 1 gramme de CO2 à partir d'aujourd'hui, les émissions antérieures sur des systèmes inertes comme les océans font que de toute façon, on a à gérer un certain nombre de conséquences qui sont inéluctables pour le siècle actuel et sans doute pour les suivants. Donc je pense qu'effectivement, cette action d'adaptation, elle doit être menée avec vraiment beaucoup de détermination. Et je partage tout à fait le fait que nos outre-mer sont particulièrement concernés. Je pense que chacun a en tête la catastrophe d'Irma l'an dernier. Quand ce rapport du GIEC a été présenté par les scientifiques au sein de mon ministère, était présent le ministre de l'Environnement de Polynésie, dans lequel un certain nombre d'atolls sont appelés à disparaître. Donc nos outre-mer sont effectivement en première ligne sur ces questions d'adaptation au changement climatique, mais en même temps, je pense qu'elles sont peut-être aussi, elles doivent être à l'avant-garde des solutions qu'on peut développer, parce que peut-être que c'est dans nos outre-mer que des solutions fondées sur la nature, je pense aux mangroves, je pense aux récifs de coraux, sont vraiment au cœur des réflexions que mènent les collectivités, et je pense qu'il faut qu'on appuie ces réponses fondées sur la nature dans nos outre-mer. Merci Madame la Ministre. Donc la parole est maintenant à Madame Sylvie Vermeillet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nos collègues Ronan Dantec et Jean-Yves Roux nous ont brillamment présenté le 16 mai dernier en délégation à la prospective la restitution de leurs travaux concernant les dérèglements climatiques. Les impacts du réchauffement sont ciblés, cartographiés selon les différentes régions de France, exposant clairement ce à quoi l'on peut s'attendre d'ici à 2050 et après. Considérant l'urgence et la nécessité du concours de chacun pour lutter contre les conséquences dramatiques du changement climatique, Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu'il faille créer une compétence réchauffement climatique dévolue à l'État, aux régions, aux départements, aux EPCI et aux communes, afin que chacun se saisisse dès maintenant l'occasion d'intégrer et prévoir les changements dans tout projet. Par exemple, permettre aux communes, à l'occasion de travaux ou constructions, de prévoir des ouvrages de drainage ou de stockage d'eau qui atténueront les inondations et alimenteront les sites arides. Votre ministère peut dès à présent donner ces directives sans perdre des années dans l'élaboration d'un énième schéma régional. Certaines actions sont aussi simples qu'urgentes et je crois qu'il serait judicieux de compter sur le bon sens local, celui des communes et des intercommunalités notamment, pour permettre de mettre en place, au fur et à mesure de leur réalisation, les moyens de lutter contre les fléaux déjà parfois installés. Encore faut-il leur donner la compétence, les inciter et les accompagner financièrement dès à présent. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, la réponse. Merci Monsieur le Président. Alors, comme l'indique le rapport, les sujets d'adaptation et d'atténuation sont éminemment transversaux et touchent l'ensemble des compétences et des secteurs. Et la priorité est bien de coordonner les différentes actions et compétences sur les sujets. Les compétences sont aujourd'hui déclinées aux différents niveaux de collectivité. Et moi, je suis évidemment convaincu que réussir l'adaptation au changement climatique passe par une mobilisation de l'État, mais aussi des régions et des intercommunalités. Mais précisément, la loi NOTRe a confié aux régions
l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, dans lequel doivent figurer les orientations sur l'adaptation au changement climatique. De leur côté, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un plan climat-air-énergie territorial, PCAET, avec une série d'actions pour se préparer aux impacts du changement climatique. En tant que chef de file climat-air-énergie, les régions ont donc naturellement vocation à animer sur leur territoire la thématique de l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, s'agissant des projets, ceux qui ont des impacts sur l'environnement doivent être accompagnés d'une évaluation environnementale et stratégique, puis faire l'objet d'une consultation du public avant d'être autorisés. Depuis 2016, cette évaluation doit en particulier analyser les incidences du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique. Ce diagnostic de vulnérabilité du projet au changement climatique est nécessaire pour identifier et anticiper les fragilités des aménagements et de leurs usages. Cela permet ensuite de prévenir les dommages consécutifs au changement climatique sur les infrastructures en les adaptant. Donc je pense qu'effectivement, nous avons aujourd'hui les outils. Maintenant, il faut passer aux actes, je dirais. Merci. Madame Vermeillet, vous avez 52 secondes. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour votre réponse encourageante. Je pense que, comme on l'a fait pour la mise en œuvre de l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, il faudrait rendre systématique la prise en compte des effets du changement climatique dans tous les marchés publics, puis, par conséquent, dans les travaux, dans toutes les collectivités. Au-delà de la qualité des bâtiments, il faut se prémunir aujourd'hui des inondations, de l'assèchement, de la disparition de nos forêts, car les scolites et autres parasites y font actuellement des ravages incommensurables. Il nous faut donc agir conjointement, mais immédiatement, et libérer les actions locales. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Roger Carucci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, que ça nous plaise ou non, il faut faire la révolution. Et je parle d'abord de nos villes, de nos grandes villes, de nos métropoles. Pendant des années, on nous a dit, pour éviter le mitage des territoires, construisez en hauteur, construisez de manière très dense, faites en sorte que vos villes ne prennent pas d'espace. Le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, dans ces villes, le réchauffement climatique est un drame. Et on nous dit aujourd'hui, très logiquement, pour respirer mieux dans nos villes et nos métropoles, il faut des poumons verts, il faut la présence de l'eau, il faut que les villes respirent. On a donc en réalité une inversion par rapport à il y a 20 ou 30 ans des demandes à nos métropoles et à nos grandes villes. Et nous trouvons que tous les textes que nous avons pu voir dans les dernières années sur le logement, sur l'urbanisme, posent de vrais sujets. Mais en général des sujets sur la soutenabilité financière de la construction, l'équilibre urbain entre les quartiers, et en réalité très peu de textes sont extrêmement clairs, précis sur l'équilibre, la capacité de nos villes, de nos grandes villes, de nos métropoles à respirer mieux, à subir, à supporter le réchauffement climatique qui vient. Alors, Madame la Ministre, en liaison naturellement avec vos collègues du gouvernement, est-ce que le gouvernement envisage les modifications des textes sur le logement et l'urbanisme, parce que ça va impliquer évidemment pour toutes nos collectivités des modifications sur les règlements d'urbanisme et de construction? Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense que c'est un vaste sujet que vous soulevez. Est-ce que finalement, il vaut mieux, au regard des enjeux de climat et de biodiversité, poursuivre une politique sur une ville dense, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait renoncer à ces objectifs, ce qui voudrait dire, quelque part, accélérer une politique d'étalement urbain qui ne me semble favorable ni au climat, ni à la biodiversité. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut, avec détermination et évidemment en articulation, là encore, avec les régions,
dans le cadre de leur SRADET, avec les intercommunalités, dans leur réflexion en termes de planification urbaine, lutter contre l'artificialisation des sols. Ces modèles étant, je le disais, néfastes pour la biodiversité, mais générant aussi des modes de vie qui sont extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre, puis dont on a pu voir qu'ils peuvent aussi être extrêmement coûteux pour nos concitoyens. Mais donc je pense qu'il faut effectivement mener cette réflexion sur la conception de nos villes denses, en intégrant mieux ces enjeux de renaturation, on va dire, de nos villes, sur également toute la conception de la circulation de l'air dans nos villes. Et c'est vraiment le sens des réflexions que le gouvernement a engagées sur la nature en ville. Ça recouvre effectivement différents dispositifs techniques liés au végétal, à l'animal, à l'eau et au sol, qui offrent à la fois des atouts pour les habitants en termes de bien-être, de qualité de l'air, de fraîcheur et de paysage, et puis qui participent aussi à nos objectifs en faveur de la biodiversité. Donc moi je pense que ces modèles de ville doivent effectivement être repensés en adaptation au changement climatique et en faveur d'une plus grande biodiversité en ville. Merci, Monsieur Carucci. Vous avez une bonne trentaine de secondes. Un peu plus. 39. Ah, vous voyez, tout de suite. Madame la ministre, je suis d'accord avec vous, mais alors il faut prendre les mesures qui vont avec. Parce qu'aujourd'hui, les communes, et j'en ai un paquet dans les Hauts-de-Seine, qui veulent végétaliser, qui veulent recréer, notamment sur les toits d'un certain nombre d'immeubles, des espaces, n'ont pas le sentiment d'être très accompagnés, ni au niveau réglementaire, ni au niveau financier. Donc il faut probablement que la réflexion, effectivement, sur maintenir les villes telles qu'elles sont, de toute façon on ne va pas les démolir pour les étendre, mais ce maintien va impliquer une vraie politique dynamique et une vraie sensibilisation de nos élus qui, jusqu'ici, construisaient dense et étaient peut-être moins tournés vers la respiration. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Nicole Bonnefoy. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Le dernier rapport du GIEC du 26 septembre est alarmant sur l'augmentation du niveau de la mer et des océans. La France figure parmi les zones géographiques les plus menacées par la submersion et l'érosion des côtes. Notre pays compte en effet de nombreux kilomètres de littoraux. Aujourd'hui, la densité de population est 2,4 fois plus élevée sur le littoral que la moyenne nationale. Et d'ici 2040, d'après l'Observatoire national de la mer et du littoral, 40% de la population vivra sur les bords de mer. Je salue ce rapport qui permet de donner une vision globale de l'ensemble des défis auxquels la France et l'ensemble du monde devra faire face d'ici quelques années et qui nous donne également l'occasion d'interpeller le gouvernement sur les risques climatiques et la gestion des catastrophes naturelles. En effet, avec le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles, qui sont souvent définies comme des épiphénomènes, vont devenir de plus en plus courantes dans les années à venir. Les Français et les élus sont déjà et seront de plus en plus confrontés au dérèglement climatique et donc aux aléas climatiques comme tempêtes, sécheresses, inondations, etc. Au vu de ces enjeux et des défis, il semble donc crucial de réorienter les politiques publiques dès maintenant et d'investir dans le service public pour protéger et accompagner les populations et les territoires et les élus des territoires. C'est pour cela que les dispositifs de prévention et d'accompagnement des élus et des sinistrés doivent être mis à la hauteur des enjeux. Les changements climatiques entraînent des bouleversements profonds de nos écosystèmes au-delà des nécessaires évolutions de nos modes de vie. Ils bouleversent toute l'organisation de notre société. Aussi, Madame la Ministre, à quand des politiques ambitieuses qui permettent d'accompagner ces changements en faisant les efforts nécessaires pour prévenir les conséquences du dérèglement? Merci, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Enfin, c'est tout l'objet du plan national d'adaptation au changement climatique, de prévenir les conséquences que l'on sait désormais inéluctables du réchauffement climatique qu'on peut d'ores et déjà constater. Et
moi, je peux vous redire qu'effectivement, je pense qu'il faut à la fois mener avec détermination nos politiques d'atténuation. C'est bien le sens des objectifs de neutralité carbone qui sont qui sont désormais inscrits dans la loi énergie-climat et qui se déclinent non seulement dans la loi énergie-climat sur tout ce qui est rénovation thermique et lutte contre les passoires thermiques, mais aussi dans la loi hydrocarbures ou la loi d'orientation des mobilités ou la loi Egalim, qui propose des mesures importantes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais dans le même temps, donc, toutes les mesures qui sont proposées par le plan national d'adaptation au changement climatique sont tout aussi indispensables. Et vous le savez, l'État agit pour accompagner nos concitoyens face à ces risques naturels qui peuvent devenir plus importants. Il agit par exemple sur la surveillance des cours d'eau avec les prévisions qui sont publiées sur le site Vigicru. Près de 12 000 communes qui sont couvertes par un plan de prévention des risques. Puis il accompagne aussi les collectivités au travers du fonds Barnier, qui est un outil majeur de financement de la politique de prévention des risques naturels, qui apporte un soutien aux actions portées par les collectivités locales. Et effectivement, il sera un levier très important alors que nous devons nous préparer à des risques croissants en raison du dérèglement climatique. Donc ça vaut effectivement, comme je le disais, sur la surveillance des crues, et puis ça vaut notamment sur tous les plans qui sont mis en œuvre sur la prévention des submersions marines. Donc je pense qu'au travers du fonds Barnier, on a un outil important en appui aux collectivités locales pour prendre en compte cet accroissement des risques naturels que notre pays va connaître. Merci. Madame Bonnefoy, vous avez 37 secondes. Je remercie Madame la Ministre pour sa réponse. Elle parle du fonds Barnier, bien évidemment, c'est un outil majeur de prévention. Et donc nous aurons l'occasion de voir si le fonds Barnier n'est plus ponctionné, comme il l'a été jusqu'à présent dans le cadre de la loi de finances, pour mettre en œuvre le plan de prévention nécessaire au regard des problématiques climatiques. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Éric Gold. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le rapport de nos collègues Jean-Yves Roux et Ronan Dantec apporte un éclairage précis sur les conséquences des dérèglements climatiques auxquels notre pays devra faire face dans les prochaines décennies. Parmi ces dérèglements figure la survenue de vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus sévères. Nous en avons vécu deux successifs cet été qui ont aggravé une situation de sécheresse déjà bien présente depuis l'an dernier. Nos agriculteurs peuvent malheureusement en témoigner. Le rapport confirme ce que nous craignons tous, une augmentation de l'intensité, mais aussi de la durée de sécheresse des sols, qui passerait de 2 mois actuellement, de mi-juillet à mi-septembre, à 4 mois d'ici 2050, c'est-à-dire de mi-juin à mi-octobre. Et je parle ici de moyenne, puisque les restrictions d'eau continuent encore aujourd'hui dans bon nombre de départements. Le 21 août, le ministère de l'Agriculture a autorisé l'exploitation des terres en jachère pour nourrir les bêtes, en raison de niveaux de stock de fourrage particulièrement bas. Aujourd'hui, au-delà de ces mesures d'urgence, il est indispensable de penser et de mettre en œuvre des solutions à long terme pour garantir la survie de l'agriculture française, qui est un modèle pour de nombreux pays. Parmi les idées qui émergent figurent les retenues d'eau ou retenues collinaires. Ces structures sont destinées à recueillir l'eau de pluie ou de ruissellement, notamment en automne et en hiver, pour la restituer à l'agriculture lorsque la pluie se fait plus rare. Une 60aine de retenues devraient être autorisées par le ministère d'ici 2022. Ma question est donc double. Pensez-vous que le stockage de l'eau soit la solution appropriée à encourager? Et plus largement, pensez-vous qu'en raison du changement climatique profond que nous vivons, il faudra dans certaines régions envisager une évolution globale des pratiques agricoles? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Alors vous avez raison de souligner que l'agriculture est un des secteurs qui est particulièrement exposé au dérèglement climatique et aux modifications hydrologiques qui l'accompagnent. Et je pense qu'il est important et même essentiel de réduire la vulnérabilité de l'agriculture à un risque accru de manque d'eau dans le contexte de changement climatique. Vous savez que le gouvernement porte une attention particulière à la gestion durable de la ressource en eau, et c'est tout le sens des travaux qui ont été menés dans le cadre des assises de l'eau qui ont permis de donner les grandes orientations sur les politiques publiques relatives à la gestion de la ressource. Le gouvernement veillera à ce que l'instruction de mai 2019,
conjointe avec le ministère de l'Agriculture, entre mon ministère et le ministère de l'Agriculture, soit suivie dans l'ensemble de ces points, dont le volet de recherche d'économie d'eau et d'adaptation des cultures. Les services de l'État sont mobilisés pour accompagner les territoires dans l'élaboration de projets de territoire pour la gestion de l'eau, les PTGE. Et je pense que c'est indispensable que toutes les solutions soient considérées. La recherche de sobriété et d'optimisation de l'utilisation de l'eau, ça passe notamment, par exemple, par des réflexions sur des variétés mieux adaptées au territoire. Les solutions de stockage ou de transfert et donc la transition agroécologique qui est porteuse de solutions pour une meilleure résilience de l'agriculture face au changement climatique. Sur votre question très précise des retenues collinaires, je dirais que d'une manière générale, le stockage artificiel de l'eau est une solution possible parmi d'autres pour répondre aux problèmes de décalage dans le temps entre les besoins en eau et leur disponibilité. Et parmi les stockages artificiels, les retenues collinaires sont souvent préférables à des barrages, une retenue collinaire ayant globalement, dans la plupart des cas, moins d'impact qu'un barrage en cours d'eau. Mais le stockage artificiel, il ne faut pas oublier qu'il a aussi un impact fort sur le cycle de l'eau. Et donc je pense qu'avant d'examiner ces solutions de stockage, il faut au préalable examiner également toutes les solutions de sobriété. Merci. Monsieur Gold, de 41 secondes. Oui, Monsieur le Président, simplement pour réinsister, j'étais hier au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand avec le ministre de l'Agriculture. Je voudrais simplement insister sur la détresse actuellement des agriculteurs qui ont besoin d'une politique claire et qui ont besoin justement d'éléments en matière de stockage de l'eau ou en matière, en tous les cas, d'irrigation potentielle. Ils ont besoin d'orientation très claire et je voudrais vraiment en faire le porte-parole parce que hier, c'était une situation très frustrante pour les agriculteurs et très difficile pour eux. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Antoine Karam. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a quelques semaines, les images de l'Amazonie en feu ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation internationale. Si je devais faire mienne les paroles si souvent prononcées ces derniers jours, je dirais que notre maison brûlait et que cette fois-ci, nous ne regardons pas ailleurs, mais nous la regardons le plus souvent brûler en direct. Cette même maison, où en Guyane nous sommes en guerre contre l'orpaillage illégal, véritable fléau de l'environnement économique et social. L'émotion passée, chacun s'interroge sur les conséquences terribles de ces incidents sur le climat. Sur le climat. La première est évidemment la libération dans l'air d'une très grande quantité de dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. C'est aussi la destruction des puits de carbone essentiels et de réserves de biodiversité exceptionnelles. La forêt amazonienne régule en partie par son rôle fondamental dans le cycle hydrologique du bassin amazonien, le climat de l'Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. Aussi l'assèchement généré par la déforestation et les feux dégradent, enfin les cycles de l'eau et du climat. Selon certains scientifiques, la multiplication des grandes sécheresses exposerait l'Amazonie à un risque de savanisation de son milieu qui, s'il advenait, tomberait encore comme un couperet sur la lutte contre le réchauffement climatique. Pour être clair, on estime aujourd'hui qu'une déforestation de 20 à 25% de l'Amazonie pourrait faire basculer fatalement son climat. À ce jour, plus de 19% de la forêt aurait déjà été détruite depuis 1970. Dans l'esprit du rapport présenté par notre délégation des sénateurs, et dont je veux saluer la qualité, cette politique d'adaptation constituera à mon sens une opportunité de développement pour la Guyane. Aussi, je voulais vous interroger sur le sujet, Madame la Ministre, afin de savoir comment la France peut-elle déployer en Guyane des politiques d'adaptation afin de préserver ce bien commun qu'est l'Amazonie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense qu'effectivement, l'image de ces incendies de l'Amazonie ont ému toute la communauté internationale et je crois que c'était une bonne chose. Et ça a fait de l'Amazonie et plus généralement de la protection des forêts équatoriales un thème important lors du G7 à Biarritz et il était également à l'ordre du jour, la protection de nos forêts équatoriales,
lors du sommet climat, en amont du sommet climat, lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, le 23 septembre. Et je pense que c'est très important et ça nous alerte une fois de plus sur le lien très fort entre les questions de lutte contre le dérèglement climatique et les questions de biodiversité, parce que c'est bien les deux sujets qui sont au cœur de cette crise qu'a connue la forêt amazonienne et de façon générale les forêts tropicales. Donc je pense qu'on a effectivement un enjeu majeur de lutte contre la déforestation. Vous savez que la France est un des premiers pays à s'être doté d'une stratégie nationale contre la déforestation importée. Le président de la République a eu l'occasion de porter ce sujet aussi dans l'enceinte des Nations unies, en souhaitant que dans les futurs accords internationaux, la question de la lutte contre la déforestation, le zéro carbone et zéro déforestation, soit l'horizon des futurs accords commerciaux. Et puis, bien évidemment, il faut agir dès maintenant. On a, le service valorisation économique de la biodiversité qui a récemment ouvert, a vocation à apporter son appui pour à la fois permettre un développement de nos territoires en évitant et en luttant contre la déforestation qui affecte encore trop souvent nos forêts équatoriales. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Moga. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question concerne la raréfaction de la ressource en eau. Le rapport Explore 70 montre que la baisse de la recharge des nappes phréatiques est déjà amorcée. Deux territoires sont particulièrement affectés, le sud-ouest, dont mon département, le Lot-et-Garonne, fait partie, et le bassin de la Loire, avec une perte de 25 à 30% pour le sud-ouest et de 30 à 50%. L'étude Garonne 2050, menée par l'agence Adour-Garonne, de 2010 à 2013, nous apprend que ce bassin connaît un déficit annuel de 200 millions de mètres cubes. Cette étude révèle aussi que si des mesures immédiates ne sont pas prises, cela entraînera des conflits entre les différents usagers. Ainsi, tous les usages de l'eau, la consommation humaine, l'agriculture, le tourisme, la préservation des milieux aquatiques seront impactés. La France est pourtant un pays d'abondance hydrique en raison de son climat tempéré et de la multitude de ses fleuves et de ses montagnes. Pour améliorer le rapport entre les besoins et les ressources, on pourrait engager plusieurs actions simultanées. Inciter financièrement à la réduction de la consommation d'eau, partager les ressources entre les territoires où elle est plus ou moins abondante, encourager le recyclage, développer le stockage de l'eau en hiver avec la construction de nouvelles retenues collinaires et de hautes montagnes, en développant aussi des techniques de recharge des nappes phréatiques. Les sécheresses survenues les étés 2018 et 2019 sont la démonstration que l'idéologie anti-irrigation, anti-stockage de l'eau sont une réponse inadaptée aux conséquences climatiques. Que pensez-vous, Madame la Ministre, comment peut-on faire, sans faire obstacle ou en faisant obstacle de manière vertueuse à une nécessité absolue pour conserver une agriculture qui permette de nourrir les populations et maintenir des étiages suffisants pour préserver la faune, la flore de nos fleuves, de nos rivières et de nos ruisseaux. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je veux vous dire très clairement que le gouvernement n'est pas dans une posture anti-irrigation ou anti-stockage d'eau. Et je voudrais redire que nous avons eu une instruction conjointe entre le ministère de l'Agriculture et mon ministère, qui date du mois de mai, qui est le résultat des concertations et des travaux qui ont été menés dans le cadre des assises de l'eau, et qui prévoit bien que soient élaborés des projets de territoire pour la gestion de l'eau, mais dans une approche globale. Et je pense que vous avez bien mentionné la variété des usages et des besoins de l'eau, que ce soit effectivement pour l'alimentation en eau potable, que ce soit pour le maintien de la biodiversité, ce qui suppose un certain niveau d'étiage dans les cours d'eau,
que ce soit aussi pour la lutte contre les incendies. On voit que c'est aussi un enjeu important qui découle lui aussi du réchauffement climatique. Et bien évidemment, il faut qu'on apporte des réponses à nos agriculteurs pour qu'ils puissent durablement mener leur activité dans des bonnes conditions. Et c'est tout le sens, donc je le redis, des projets de territoire pour la gestion de l'eau, d'avoir ce travail d'analyse de l'ensemble des besoins en eau, d'avoir une réflexion qui passe nécessairement, effectivement, par la capacité qu'on peut avoir à avoir une plus grande sobriété, ce qui peut passer par des investissements, notamment sur les matériels agricoles, ce qui peut passer par des réflexions sur les choix des variétés. Mais une fois qu'on a fait toutes ces analyses, qu'on a bien recensé tous ces besoins, c'est dans ce contexte-là qu'on peut ensuite travailler à des projets de stockage d'eau, notamment sous forme de retenue collinaire. Et je pense qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut qu'on s'assure aussi de la sécurisation juridique de ces projets, parce que j'ai bien en tête que dans de nombreux territoires, ces projets ont pu être contestés et qu'in fine, donc du coup, les solutions ne viennent pas. Donc voilà, c'est dans cette démarche-là que le gouvernement se place pour avancer sur ce sujet. Merci Madame la Ministre. Donc la parole est maintenant à Madame Céline Boulay-Espéronnier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Selon l'Agence parisienne du climat et Météo France, la ville de Paris va être particulièrement impactée par le dérèglement climatique. Du fait de son tissu urbain très dense, la ville génère un microclimat urbain dit îlot de chaleur urbain. Il en a été question tout à l'heure avec mon collègue Roger Carucci. Les augmentations de température de 2 à 4 degrés prévues d'ici 2050 et les canicules de plus en plus fréquentes seront donc encore plus difficilement vivables par les Parisiens. En outre, d'après une étude de septembre 2019 de Se Loger, Paris est la ville française où l'isolation et la consommation énergétique des logements laissent le plus à désirer, avec une consommation annuelle moyenne d'énergie de 242 kWh au mètre carré, soit une étiquette énergie E. En période de canicule, comme en période de vague de froid, la majorité des Parisiens peinent déjà à maintenir leur logement à une température décente, et je parle en connaissance de cause. Les contraintes administratives, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique de copropriété, n'améliorent pas cette situation. En effet, seuls des travaux de rénovation énergétique pourront garantir aux Parisiens un confort d'été et d'hiver. Il est donc indispensable que l'État maintienne et intensifie les outils d'incitation. Je m'étonne donc de l'inscription dans le PLF de la transformation du CITE en une prime attribuée en fonction des revenus des ménages. Ce nouveau dispositif ne va pas dans le sens de la lutte contre les passoires énergétiques et de l'objectif fixé par le gouvernement qui prévoit 500 000 rénovations énergétiques de logements par an. L'exclusion des ménages des 2 derniers déciles de revenus, soit des foyers propriétaires plus enclins à réaliser les travaux que les locataires de cette prime et l'absence totale d'aide à la rénovation globale, pourtant la plus efficace, détourne cette réforme de son objectif initial. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Comment le gouvernement entend-il inciter les Français à adapter leur logement au changement climatique sans leur fournir les outils efficaces pour rénover énergétiquement leur habitation? Merci. Votre réponse, Madame la Ministre? Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, la rénovation thermique des logements est au cœur de nos politiques à la fois d'atténuation et d'adaptation. Même si, comme vous l'avez mentionné, je pense que les enjeux dont nous avons parlé sur la lutte contre les îlots de chaleur est aussi un enjeu très important dans nos grandes métropoles. Mais je peux vous assurer de la détermination du gouvernement à avancer sur ces enjeux de rénovation énergétique des bâtiments. Certains outils ont été prévus dans le cadre de la loi énergie-climat, notamment sur la sortie des passoires thermiques à horizon 2028, et les évolutions que vous mentionnez des dispositifs d'aide visent au contraire à accélérer à renforcer l'efficacité et à accélérer la rénovation énergétique de nos logements. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est un petit peu un parcours du combattant.
pour les citoyens de mener ces projets de rénovation énergétique des logements. Vous savez, moi, en tant que préfète de région, j'ai pu voir quand vous avez un dossier qui vous arrive, où vous devez conjuguer les aides de l'ANA, le CITE, les C2E, les aides des collectivités, le préfinancement du CITE, ça n'est pas très fluide, on va dire. Donc c'est bien le sens de la réforme qui est portée par le gouvernement, de simplifier les aides, de les rendre plus simples, donc notamment avec maintenant, on n'aura plus à faire l'avance, puisque jusqu'à présent le crédit d'impôt il vient l'année d'après. Donc c'est le sens de la transformation en prime, et c'est aussi le sens des moyens que l'État a annoncés pour les services de conseil et d'accompagnement, les 200 millions d'euros de C2E qui vont être mis à disposition donc de ces plateformes de rénovation énergétique, parce que je pense qu'il faut aussi que ces politiques soient portées au plus près des territoires. Donc la détermination du gouvernement est totale. Je pense qu'on a besoin d'un système plus simple, plus juste, plus efficace, et c'est bien le sens des propositions qui sont dans le projet de loi de finances. Merci Madame la Ministre. Donc la parole est maintenant à Monsieur Rachid Temal. Merci Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord, comme mes collègues, à saluer le rapport de nos deux collègues, saluer la qualité et puis leur dire qu'effectivement, grâce à ce rapport, et on peut tous le dire, maintenant le plus dur est devant nous, le plus dur reste à faire. Je souhaite aborder un thème qui vient d'être abordé par ma collègue sur la question des passoires énergétiques. D'abord parce qu'ils n'en ont pas les moyens de s'adapter, les premières victimes de cette fracture énergétique, ça reste les plus précaires. Et donc on voit bien que ce dérèglement climatique accentue cette inégalité. Je le dis parce que quand on regarde un certain nombre d'études, on voit que certains de nos compatriotes s'interrogent sur qu'est-ce qui est prioritaire, la question sociale ou climatique, et les deux étant liés, je pense qu'il faut y répondre aux deux. Je dis ça parce que si je prends cet exemple-là, je peux regarder à l'époque le programme du candidat Macron. Il annonçait 7,4 millions de logements qui seraient interdits à la location à partir de 2025 et donc mettre fin à passoires énergétiques. Pour autant, et contrairement aux engagements qui ont été pris, le dispositif mis en œuvre par la loi énergie-climat, Madame la Ministre, a repoussé cette obligation à 2028. Déjà, tout en évoquant éventuellement de certaines sections qui restent aujourd'hui floues et qui ne sont pas donc aujourd'hui inscrites clairement dans le marbre. Quant au financement prévu, vous avez évoqué le point d'améliorer le dispositif, de le rendre plus lisible. Pour autant, vous n'êtes pas au rendez-vous au niveau du montant. Il est indiqué 14 milliards d'euros sur 5 ans, et c'est bien éloigné d'ailleurs du dispositif annoncé par l'Institut for Climat qui annonce la nécessité de 7 milliards par an. Et donc, au-delà de ce que vous avez déjà annoncé sur le projet de loi de finances, ma question est simple. Quelles sont les mesures concrètes que vous entendez prendre dorénavant pour faire qu'au-delà des mots, au-delà de volonté de simplifier, vous puissiez abonder suffisamment pour pouvoir en faire en sorte que les Français puissent mettre fin à leur passoire énergétique? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Sénateur, il y aura un débat sur la loi de finances. Donc on s'éloigne un petit peu là, de nos sujets d'adaptation au changement climatique. Mais si je reprends finalement le sens de votre question et le rôle de la rénovation thermique des logements dans notre politique d'adaptation au changement climatique, donc je vous confirme que ce rôle est très important, à la fois pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre et puis en même temps pour assurer un meilleur confort de nos concitoyens. Et je pense qu'il faut qu'on ait en tête, avec le dérèglement climatique, que cet enjeu de confort, il se pose l'hiver, comme le portaient nos réglementations thermiques jusqu'à présent, mais il se pose également l'été, et c'est bien le sens de la future réglementation environnementale sur laquelle nous travaillons, qui devra prendre en compte aussi ces enjeux de confort thermique pour l'été. Sur la question des passoires thermiques, donc, en effet, des dispositions ont été adoptées par le Parlement pour sortir des passoires thermiques à l'horizon 2028. C'est, je dirais, à la fois l'ambition qu'on peut avoir pour sortir de ces passoires thermiques, et puis c'est aussi la prise en compte de la réalité et de la nécessaire adaptation des propriétaires. Et c'est pour ça qu'on a proposé, en tout cas que le Parlement a voté dans la loi énergie-climat, un dispositif progressif qui permettra d'atteindre cet objectif sans mettre en difficulté des millions de ménages.
Et par ailleurs, cette politique, elle doit être accompagnée par des outils simples, justes et efficaces. Et c'est bien le sens des propositions qui sont faites dans le cadre du projet de loi de finances dont nous aurons à débattre prochainement avec vous. Merci. Monsieur Temal, vous avez 36 secondes. Vous dire que, Madame la Ministre, je ne vois pas quand vous dites qu'on ne peut pas parler du PLF, il est sorti, je pense que c'est un des éléments du débat que nous avons. Et moi j'entends encore une fois votre ambition, je vous le redis, je vois bien que votre ambition, vous n'imitez pas les moyens, c'est le seul point que je voulais aborder. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Jean-François Husson. Oui, Madame la Ministre, mes chers collègues, le rapport d'information, très précieux de qualité, met en lumière, et j'y reviens, la baisse du débit annuel moyen des cours d'eau, avec des débits estivaux en réduction de 30 à 100%. Je vais même vous dire, au-delà de la réduction des débits, le nombre de sources qui, cette année, sont taries dans les campagnes françaises, c'est du jamais vu. Je souhaite donc connaître, Madame la Ministre, les mesures que le gouvernement entend prendre, vous en avez parlé, pour développer les PTGE, les fameux projets de territoire de gestion de l'eau, et notamment en lien avec l'objectif quantitatif qui a été fixé aux assises de l'eau. Parce que vous n'ignorez pas les recours qui sont actuellement conduits contre ces PTGE, et notamment, je souhaiterais savoir quels moyens administratifs et budgétaires le gouvernement souhaite y consacrer. Je pense d'ailleurs qu'une meilleure sécurisation du dispositif permettrait, ça a été évoqué par un certain nombre de collègues, donc je vous invite en tous les cas à entendre ce que j'appellerais la supplique des territoires, de leurs élus, au nom aussi de la cause agricole. La période est trop grave dans un temps d'agribashing pour balayer d'un revers de main ou céder aux expressions les plus violentes. Il faut remettre de la raison dans le débat. Et c'est vraiment important, Madame la Ministre, que vous, vos collègues, dans une vision beaucoup plus panoramique, je dirais grand angle à 360 degrés, vous regardiez les enjeux climatiques et notamment autour de l'eau. Je vous demanderai enfin quels financements sont prévus, promis et je l'espère consacrés pour les agences de l'eau dont l'État a trop longtemps fait les poches. Il faut vraiment que ça cesse. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je partage tout à fait votre volonté de remettre de la raison dans le débat quand on parle de ressources en eau, quand on parle des incendies qui ont affecté une de nos grandes métropoles récemment. Je pense que c'est très bien, effectivement, de mettre de la raison dans le débat et de se fonder sur les faits scientifiques. Alors, vous avez raison, pendant plusieurs mois, la France a connu un épisode de sécheresse sans précédent. 88 départements ont été soumis, au moins sur une partie de leur superficie, à des mesures de limitation ou de suspension des usages de l'eau. 42 départements ont pris des arrêtés de crise imposant l'arrêt des prélèvements d'eau afin de préserver des usages prioritaires. Donc l'adaptation au changement climatique nous demande de repenser les différentes composantes de la prévention des sécheresses à la gestion de crise. Et donc nous devons revoir dans sa globalité la gestion quantitative de l'eau pour donner une place privilégiée aux solutions fondées par la nature. Nous devons notamment désartificialiser les sols pour augmenter leur capacité d'infiltration et limiter le ruissellement. Nous devons préserver les milieux humides pour profiter de leur capacité de stockage. Nous devons restaurer les capacités de ralentissement des écoulements par des cours d'eau pour permettre aux espèces aquatiques de résister aux périodes de stress hydrique. Nous devons nous mettre en ordre de marche pour revenir à l'équilibre dans les bassins en déficit structurel d'eau. Et c'est bien le sens de l'instruction conjointe entre le ministère de l'Agriculture et mon ministère, l'instruction du 7 mai 2019, qui institue une nouvelle démarche collective pour rééquilibrer les besoins en eau à l'étiage et la disponibilité de la ressource en eau. Donc cette instruction, elle invite à réaliser des projets territoriaux de gestion de l'eau fondés sur des approches d'abord pour identifier et limiter, faire preuve de sobriété dans les usages de l'eau, à la fois en mettant en œuvre des pratiques moins dépendantes de l'eau, des actions de restauration et en se servant de l'innovation technique, mais
Elle prévoit également la possibilité de réaliser des réserves de substitution. Et à cet égard, c'est 5,1 milliards d'euros qui sont prévus sur la période 2019-2024, qui seront apportés par les agences de l'eau en faveur de l'adaptation au changement climatique, de la préservation des milieux et de la réduction des pollutions. Merci Madame la Ministre. Monsieur Husson, 37 secondes. Oui, Madame la Ministre, vous verrez, vous n'échapperez pas à une évolution de la posture du gouvernement. Vous devrez pivoter pour enclencher et vous engager dans une nouvelle direction en mettant des moyens financiers, structurels, solides et inscrits dans la durée au bénéfice des territoires. Et puis, vous l'avez dit d'ailleurs, dans la vision transversale, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux de santé publique sur l'eau, il y a des enjeux d'environnement, il y a des enjeux d'aménagement du territoire, de protection de la biodiversité, de l'agriculture, et puis à nos concitoyens. Et je termine par là, Madame la Ministre, j'ai compris votre allusion sur l'épisode de pollution lié aux incendies, à l'incendie à Rouen. Alors qu'on soit bien clair, je n'ai pas mis en cause à aucun moment personne. Je dis simplement, quand on attend 5 jours et qu'on a 5 expressions différentes, il y a du doute. Deuxièmement, vous allez voir que les analyses de l'air vont démontrer, contrairement au communiqué qui est aujourd'hui, qui est inexact, qu'il y a de véritables préoccupations et qu'il y a un danger pour la population. Merci. Donc, la parole est maintenant à Monsieur Xavier Iacovelli. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais remercier également nos collègues pour l'excellence de ce rapport. Nous savons les conséquences du dérèglement climatique en France sont désastreuses, notamment sur la santé. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet en particulier, celui de la pollution de l'air et les risques qu'elle entraîne sur la santé de nos concitoyens. Les risques liés à la pollution de l'air sont nombreux. Ils le sont en particulier sur les enfants, de par l'immaturité de leur organisme et de la fréquence de leur respiration plus élevée que chez l'adulte. C'est le cas de Timon, 9 ans, qui souffre depuis 2011 de bronchite et de tout lié à la pollution atmosphérique dans l'agglomération lyonnaise, fortement touchée par les concentrations de particules fines. Statuant sur une demande de réparation des parents de l'enfant, le tribunal administratif avait ainsi qualifié l'État de fautif. L'UNICEF, qui rappelle que la principale source de pollution atmosphérique dans nos villes est le trafic automobile, fait état d'un chiffre plus qu'alarmant. 3 enfants sur 4 respireraient un air pollué en France. 2 autres études montrent également que la pollution de l'air accroît le risque de mortalité infantile et réduit la fonction pulmonaire. Ils sont exposés à cette pollution au sein même de l'école de la République. En effet, la majorité des lieux d'accueil pour enfants se trouvent à proximité d'axes routiers. Leur exposition à un air pollué est donc accentuée. Pourtant, des solutions existent. Soutenir les collectivités pour développer les réseaux de mobilité plus propres, généralisation des zones à faible émission dans les villes, ou encore diminution du trafic routier à proximité immédiate des établissements scolaires. Madame la Ministre, face à l'urgence sanitaire, l'État a la responsabilité d'agir pour protéger les Français et en particulier les plus vulnérables. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous ici nous indiquer quelles mesures concrètes le gouvernement mettra en œuvre durant le quinquennat pour prévenir les risques sanitaires majeurs et sensibiliser la population? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Ça nous éloigne un tout petit peu des enjeux d'adaptation au changement climatique, mais on aurait pu évoquer notamment la pollution à l'ozone qui, pour le coup, est liée aux épisodes d'ensoleillement très importants et notamment aux canicules. On voit que ça a été le cas lors des épisodes de canicule que notre pays a connus. Ils se sont en plus accompagnés de pics de pollution à l'ozone. Mais je vais vous répondre sur ces enjeux de qualité de l'air qui me tiennent évidemment à cœur. Alors, vous avez raison de souligner que notre pays était en retard sur le déploiement d'un outil qui a pourtant prouvé son efficacité chez nos voisins, les zones à faible émission. Donc, je suis heureuse de reparler de la loi mobilité qui prévoit la mise en place de zones à faible émission. Je voudrais rappeler que lorsque je suis entrée au gouvernement, il y avait 2 zones à circulation restreinte en France. 15 métropoles avaient répondu à l'appel que nous avons lancé à l'été 2018 et nous accompagnons désormais
23 territoires représentant 17 millions de Français dans la mise en place de zones à faible émission. Donc cet outil, il est consolidé par la loi d'orientation des mobilités, dont je pense que vous aurez à reparler en deuxième lecture prochainement ici. Et par ailleurs, il est également prévu pour son efficacité de déployer des moyens de vidéoverbalisation puis de contrôle-sanction automatique qui devraient se mettre en œuvre respectivement à l'été 2020 et à l'été 2021. Donc je partage tout à fait cette préoccupation qui est importante, même si elle n'est pas directement liée à l'adaptation au changement climatique. On doit agir avec ces zones à faible émission et puis avec une politique qui vise résolument à proposer des alternatives à l'usage de la voiture individuelle dans nos métropoles, mais aussi sur l'ensemble de notre territoire où nos concitoyens peuvent effectivement souffrir d'être dépendants de la voiture individuelle. Merci Madame la Ministre. Monsieur Iacovelli, vous avez 30 secondes. Oui, moi je pense au contraire que tout est lié. L'utilisation de la voiture, l'augmentation de la pollution, c'est aussi une des causes du dérèglement climatique. Et donc je pense que ma question avait toute sa place dans ce débat. Je voulais juste préciser qu'une autre étude, une américaine cette fois, démontre qu'en plus d'être néfaste pour l'organisme, la pollution de l'air pourrait engendrer des troubles psychiatriques chez les enfants. Alors bien sûr, la pollution de l'air ne se réglera pas en un quinquennat. Mais donc elle est globale et elle nécessite une politique publique à long terme. Mais je pense que nous devons agir tous ensemble, collectivité, État, Madame la Ministre, si vous voulez m'écouter, mais collectivité et État pour faire en sorte que nous puissions offrir un air pur à nos enfants et aussi aux moins jeunes. Merci, chers collègues. Donc la parole est maintenant à Madame Sylviane Noël. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de féliciter mes collègues pour la qualité de leur rapport. Celui-ci traite à plusieurs reprises des conséquences graves et rapides du changement climatique en zone de montagne. J'aimerais à cet instant revenir sur un enjeu majeur qui aura des répercussions dépassant largement les zones de montagne. Il s'agit de la question des débits d'eau. Il y a tout juste une semaine, le GIEC dévoilait son rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Pour les glaciers, les prévisions sont alarmistes. 80% de la surface des glaciers aura disparu en 2100 si les émissions continuent sur cette tendance. Or, tous les grands fleuves européens prennent leur source en montagne. Les Alpes assurent ainsi 34% du débit moyen du Rhin, 40% de celui du Rhône, 53% de celui du Pô. D'ici 2100, le réchauffement climatique devrait faire grossir les débits de ces fleuves de 20% en hiver, les réduire de 17% au printemps et jusqu'à 50% en été. En d'autres termes, les populations vivant dans les plaines seront soumises à des risques accrus d'inondations en hiver et de sécheresse en été. Cela m'amène, Madame la Ministre, à vous alerter sur deux sujets d'actualité. Tout d'abord, la perspective d'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques qui nous fait redouter les conséquences sur la bonne maîtrise de gestion des crues et de soutien d'étiage. Par ailleurs, face à la multiplication des phénomènes violents et extrêmes, en montagne certainement plus qu'ailleurs, je vous rappelle, Madame la Ministre, l'impérieuse nécessité de préserver les stations locales de Météo France, comme celles de Chamonix, de Bourg-Saint-Maurice ou de Briançon, encore menacées à ce jour. Au-delà de leur fonction de prévision météo, ces antennes locales sont incarnées par des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire à ces zones à risque, ainsi que de l'évolution des conditions nivologiques en période de crise. Elles fournissent depuis des décennies et de manière irremplaçable une prévision météo déterminante pour prévenir la survenance d'événements climatiques pouvant affecter la sécurité des populations. Dans ces circonstances, la délocalisation de ces 3 antennes locales vers un centre grenoblois serait un non-sens et affecterait gravement le niveau de prévision et donc l'adaptation des mesures pour parer à ces événements climatiques. Je souhaiterais donc connaître votre position sur ces sujets. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, la réponse. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez raison de souligner que la gestion des concessions d'hydroélectricité doivent en fait prendre en compte des multiples enjeux, que ce soit la gestion proprement dite, la production d'électricité, mais aussi des rôles d'aménagement du territoire, des rôles de gestion hydraulique. Et c'est bien la complexité de ces différentes fonctions que nous mettons en avant dans les échanges que nous avons en cours avec la Commission européenne sur le devenir de nos concessions hydroélectriques. Et c'est également ce que nous avions mis en avant
dans les discussions qui ont été conduites sur la prolongation de la concession de la CNR. Donc, moi, je partage parfaitement votre avis sur l'importance de ces concessions d'hydroélectricité, qui ont un rôle qui va très au-delà que la simple production d'électricité, donc il ne peut pas être appréhendé sous ce seul prisme. S'agissant de Météo France, vous savez que l'entreprise a travaillé sur un projet stratégique qui prend en compte et qui porte une amélioration des techniques et des modélisations, avec notamment la réflexion sur la mise en place d'un nouveau calculateur sur lequel nous allons accompagner l'établissement dans ses investissements. Et forcément, ces nouveaux outils technologiques, au service d'une meilleure prévision météo pour l'ensemble de nos concitoyens, ont des conséquences sur l'organisation de Météo France et en particulier dans son implantation territoriale. Donc j'ai bien en tête la présence d'agents à Bourg-Saint-Maurice, à Chamonix ou encore à Briançon. Les réflexions sur la réorganisation de Météo France, dans son approche, on va dire, fondée sur des nouveaux outils, peut conduire à remettre en cause des implantations locales, mais le sujet des Alpes est pris très au sérieux, je vais dire, et des échanges se tiendront dans les prochains jours avec la nouvelle présidente directrice générale de Météo France et les élus pour voir quelles solutions peuvent être trouvées pour les agents qui sont actuellement présents dans ces communes. Et voilà pour ce débat du Sénat sur le dérèglement climatique, un débat qui a pu se baser sur les travaux du Sénat sur le réchauffement climatique et sur le rapport de Ronan Dantec et Jean-Yves Roux qui montre comment la France peut s'adapter à ce réchauffement dans les décennies à venir. Les solutions proposées, une gestion plus économe de l'eau et un tourisme plus écologique. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.